Rebonjour tout le monde. J'espère que vous avez encore un petit peu de patience. Oui, l'heure du midi arrive à grands pas et je vais essayer de ne pas être trop longue et tout ça. Premièrement, ce que j'aimerais vous dire d'emblée, c'est que je voudrais vous parler de moi très rapidement. Oui, je suis chercheure à l'UQTR, mais j'ai été enseignante au secondaire 12 ans. Donc, ça m'a permis vraiment d'expérimenter l'enseignement. Et j'ai aussi travaillé dans plusieurs projets à tous les ordres d'enseignement, donc du primaire à l'université. Donc, ce qui a alimenté aussi mes réflexions au niveau de mes recherches, moi, mon champ, c'est l'identité professionnelle des enseignants et aussi la formation initiale des maîtres. Donc, je forme les futurs enseignants à devenir enseignants, bien entendu. Et j'ai fait ma maîtrise sur le plaisir d'enseigner et je l'ai axée sur les compétences émotionnelles des enseignants. Et mon doctorat, je l'ai fait sur le bien-être des enseignants en étudiant leur force de caractère, des enseignants du primaire et du secondaire, ce qui m'amène aujourd'hui à vous dire que je ne suis pas psychologue et que je n'ai pas la prétention de l'être, je n'ai pas les compétences ni la formation, je suis psychopédagogue. Peut-être que vous allez voir que le discours est teinté beaucoup plus de sciences de l'éducation que de psychologie, mais je suis contente de vous faire entrer dans mon univers, si on veut. Je commence avec une citation de Nelson Mandela que vous avez sûrement vu apparaître quelque part dans votre Facebook, votre Twitter. L'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse être utilisée pour changer le monde. Donc, d'emblée, on peut se dire que si on analyse ça rapidement, l'éducation peut être une arme pour changer le monde pour le mieux. Mais quand on se recule un petit peu, on peut aussi avoir une deuxième analyse de ça et se dire que l'éducation aussi, ça peut être un petit peu plus au niveau de l'arme, c'est une arme à double tranchant. Ce que je veux dire par là, c'est que les choix d'une société en ce qui concerne l'éducation est beaucoup relié aux croyances et aux décisions politiques que ces sociétés-là prennent et que les décisions vont mener à faire en sorte que certaines sociétés développent les meilleurs systèmes d'éducation au monde, pour faire exemple, les pays scandinaves, ou les pires, où certains pays dans le monde sont sous le joug d'une tyrannie. Donc, l'éducation peut être une arme pour le mieux ou pour le pire. Et ça, il faut garder ça en tête. Donc, quoi qu'il en soit, ces dernières années, on travaille beaucoup sur le bien-être des individus. L'OCDE, entre autres, s'intéresse beaucoup au bien-être des enfants et on va mesurer ça selon plusieurs facteurs, des facteurs associés à l'environnement, associés à la santé, mais aussi associés à ce qui se passe au niveau de l'école et de l'éducation. Donc, on va aller mesurer le bien-être des enfants à l'école. Et on peut se dire que le bien-être à l'école, c'est un enjeu considérable puisque les recherches démontrent que les élèves qui éprouvent du bien-être, bien, ils ont plus de chances, dans le fond, d'être bien à l'école et ça va aussi faire en sorte qu'ils vont avoir un meilleur avenir et une meilleure réussite scolaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'OCDE a réuni plusieurs signataires et ils ont entrepris de faire la Convention internationale des droits des enfants. Et il y a 2 articles de cette convention-là qui est quand même assez intéressante en éducation. La première, l'article 28, qui vient dire qu'on reconnaît le droit à l'enfant à l'éducation ainsi qu'à la nécessité d'assurer l'exercice de ce droit sur la base de l'égalité des chances. Donc ça, dans toutes les sociétés occidentales, on entend souvent parler de ça à l'école, l'égalité des chances. Des chances. C'est ça, des chances. Et aussi, bien, il y a l'article 29A qui dit que les signataires s'engagent à offrir aux enfants un système d'enseignement qui favorise l'épanouissement de leur personnalité et le développement de leurs talents, de leurs attitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. Donc, ça amène une première question très importante. On peut se demander par quels moyens peut-on réussir à favoriser le développement de la personnalité et le développement du talent et d'attitude mentale chez les enfants en contexte scolaire. Et ce n'est pas très simple. Je vous le dis tout de suite. Bon,
Bien entendu, depuis quelques années, on nous parle de psychologie positive, qui est un champ de la psychologie générale. Et il y a un sous-champ que je considère qui s'appelle l'éducation positive et qui se développe depuis plusieurs années. Et ça, j'en suis très, très, très contente. Et on l'a défini d'une certaine façon. Je vais faire peut-être une traduction libre de Seligman qui dit que l'éducation positive, ça se définit par deux choses. Premièrement, le développement de compétences et d'aptitudes traditionnelles à l'école, mais aussi le développement du bien-être. Et il y a aussi Iona Bonniwell qui ajoute plus spécifiquement que l'éducation positive tend à développer les compétences de bien-être, d'épanouissement, de fonctionnement optimal chez les enfants au sein d'institutions éducatives, réunissant ainsi fonctions préventives et fonctions habilitantes ou départementales. Départementales, là, je pense à M. Forest tantôt avec son exemple. Développemental. Et encore plus spécifiquement et plus dans le domaine du terrain, Mme Julie Bazinet, la collaboratrice à cette présentation, dit que l'éducation positive permet aux enseignants d'outiller les élèves à cultiver leur optimisme, leur créativité, leurs relations interpersonnelles, leur intelligence émotionnelle et leur motivation. Mais vous voyez très bien que le mandat est quand même grand pour les enseignants. Donc, bien qu'on voit l'émergence du concept d'éducation positive avec beaucoup d'espoir et d'enthousiasme, là, je suis la première à être enthousiaste, il ne faut pas oublier que les systèmes d'éducation sont très complexes, puis que la situation n'est pas si rose que ça en réalité dans nos sociétés. Et ça, il faut quand même le prendre en considération. Et j'en viens peut-être à ce que M. Martin Crum a dit ce matin. L'éducation positive, il y a aussi du bon et du moins bon des fois. Et il faut servir du moins bon pour essayer de développer du bon. Donc, les préceptes de l'éducation positive, ça amène des changements de paradigme juste par rapport aux représentations de l'enseignant en tant que tel. Donc, l'enseignant, lui, arrive et il n'est pas... il n'a pas juste à enseigner une discipline maintenant. Donc, c'est déjà ça. Il faut changer cette idéologie-là ou cette représentation-là qu'on a des enseignants. Donc, il y a un rôle à jouer dans le développement du bien-être à l'école, mais il faut quand même savoir comment le faire. Et aussi, ça amène aussi l'éducation positive, un changement majeur dans la mentalité collective de tous dans une société par rapport au rôle de l'école dans la société, justement. Donc, ça amène des changements majeurs et il faut dire que tout type de pédagogie tout type de pédagogie sous-tend des idéologies, des convictions, des valeurs auxquelles les enseignants doivent adhérer pour permettre le développement positif. Donc, si les enseignants n'adhèrent pas à ces valeurs-là et ces convictions de l'éducation positive, c'est triste, mais ils ne seront pas un moteur de changement dans l'école. Donc, ça m'amène à vous parler peut-être un petit peu plus spécifiquement de Philippe Mérieux, qui est un grand penseur en sciences d'éducation, qui, je suis quand même assez accro aux réseaux sociaux, qui tweetait hier ou la semaine dernière, le site de la Maison pédagogique de Mulhouse, puis ça illustre un petit peu dans quelle situation on n'est pas rendu avec la coupe aux lèvres. Donc, sur le site Web, on disait « Dans une société aussi inégalitaire que la nôtre, l'institution scolaire, par-delà la générosité de ses déclarations d'intention, contribue objectivement à la reproduction des inégalités fortement corrélées aux inégalités de réussite scolaire. » Là, je vous le dis, là, je vais vous parler de positif tantôt, là, OK? Ça a l'air un petit peu négatif, ce que je dis, mais vous allez voir qu'il y a un lien. Ah, c'est drôle parce qu'ici, Windows Update. Je ne veux pas updater Windows maintenant. L'ordinateur n'aime pas que je parle de choses négatives en éducation. Ah, mon Dieu, dans 4 heures. Ah, dans 4 heures? OK, d'accord. Donc, bon, on va essayer de moyenner avec ce qui se passe présentement. Donc, c'est bien d'avoir des bonnes intentions, mais parfois, ça tapisse le chemin de l'enfer. Dans ce sens que si tous les intervenants en éducation ne sont pas sur la même longueur d'onde et la même idéologie,
ben ça va être difficile de faire des changements représentatifs au niveau de l'école. Donc, c'est important que tout le monde soit dans la même façon de penser, si on veut, ou la même idéologie. Puis selon l'analyse de Maurice Tardif, qui est un sociologue québécois, lui, ce qui l'amène par rapport aux idéologies, c'est que présentement, dans nos sociétés occidentales, l'idéologie néolibérale est quand même assez présente et cette idéologie-là va teinter beaucoup les systèmes d'éducation. Donc ça va avoir comme un effet qui est peut-être un petit peu contradictoire avec la volonté de travailler sur le bien-être des gens et la volonté aussi de faire en sorte que l'égalité des chances chez les gens soit supérieure. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Puis, souvent, ce qu'on voit, c'est que les réformes en éducation, bien, ils emboîtent le pas des mandats électoraux. Quand on sait que la pédagogie, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui fait en sorte qu'on réussit demain à changer la machine. C'est une grosse bête, puis c'est difficile de la faire retourner. Donc, il faut quand même aussi garder ça en tête. Et malheureusement, en tout cas, au Québec, ce qui arrive souvent, c'est qu'on impose des réformes aux enseignants, mais les enseignants n'ont pas nécessairement beaucoup de mots à dire là-dessus, dans une logique top-down. Je ne sais pas si vous connaissez la logique top-down. Et ça alimente un sentiment d'insatisfaction de ces derniers, mais aussi ça joue dans le sentiment de dévalorisation qu'on a collectivement par rapport à la profession. Donc, je continue. Et ce qui arrive aussi, c'est que beaucoup de croyances populaires qui fait en sorte qu'on pense que tout le monde peut s'improviser pédagogue, mais ce n'est vraiment pas le cas. Donc, un enseignant, c'est un pédagogue au-delà de l'enseignement des matières enseignées. Un enseignant, c'est quelqu'un qui va prendre en compte les besoins de l'élève, qui va se préoccuper des apprentissages qu'il fait, du développement cognitif, du développement aussi qu'il a au niveau physique, mental, psychologique. Donc, c'est vraiment plus qu'un pédagogue. Et en sciences d'éducation, il y a une discipline qui s'appelle la psychopédagogie, donc qui va allier la psychologie et la pédagogie pour réussir à répondre aux besoins des élèves. Donc, c'est quand même aussi quelque chose de complexe, c'est beaucoup plus complexe que seulement enseigner une discipline quelconque. Donc, à cet égard-là, en considérant l'évolution des sciences d'éducation et de la société, les enseignants n'ont plus uniquement le rôle d'enseigner des savoirs aux élèves, ils doivent également bien comprendre ces processus-là. Et prendre en considération le bien-être des élèves dans les interventions pédagogiques, c'est super gentil, c'est super et c'est ce qu'on voudrait atteindre comme objectif. Mais il faut aussi que les enseignants, ils l'instaurent dans les interventions pédagogiques, puis qu'il y ait une culture de développement personnel à l'école, puis qu'on pourrait peut-être juxtaposer au contenu disciplinaire. Mais ça ajoute quand même un élément de complexité dans toutes les tâches qu'ils ont à faire dans une journée. Donc, une seconde question importante. Dans toute cette bonne intention d'intégrer la psychologie positive dans les écoles, s'attarde-t-on a priori au bien-être des enseignants, puisqu'ils constituent la pierre angulaire de tous les systèmes d'éducation? Parce que c'est bien, les gens veulent instaurer des programmes, on veut travailler la psychologie positive à l'école, mais souvent, on arrive avec des choses toutes faites, puis on dit aux enseignants de faire ce qu'il faut faire, mais est-ce qu'on s'attarde à eux? Et ça, c'est une question qui vraiment me tatillonne depuis plusieurs années, puisque je l'ai vécu moi-même. Il faut savoir que la profession enseignante, elle est très complexe. Et cette complexité-là, c'est grandissant constamment, ça grandit constamment parce que les changements sociaux sont effarants, ça va vite, hein, on est dans une société qui est très rapide, mais aussi, il faut répondre aux attentes de cette société-là comme enseignant. Donc, ça donne beaucoup de pression. Et aussi, cette complexité-là, ce qui arrive, c'est que ça amène beaucoup de détresse psychologique, malheureusement, et de décrochage professionnel. Une chercheure, Mme Houlfort et Sauvé, en 2010, disait dans une de leurs études que 60% des enseignants, et c'était auprès d'enseignants du Québec, ressentent dans une année scolaire
des syndromes de dépression, pas pour dire qu'ils vont quitter la profession là, pour un petit bout parce qu'ils ne se sentent pas bien, mais ils ressentent quand même des effets, des symptômes dépressifs. Donc, c'est quand même assez alarmant de se rendre compte que les enseignants, malgré toute leur bonne volonté, ne se sentent pas bien dans leur milieu de travail. Il y a aussi une autre recherche de Carcenti qui a analysé le décrochage des enseignants novices. Au Québec, il y a 25 des enseignants qui sortent de l'université qui vont abandonner dans les 3 premières années. Donc, c'est quand même assez effarant comme chiffre et c'est quand même aussi triste. Donc, les facteurs souvent pour qu'ils quittent la profession, c'est la charge de travail, la gestion difficile des élèves, le climat de l'école, le manque de formation, la gestion de classe, puis le manque de ressources. Donc, c'est des facteurs qui vont quand même vraiment influencer l'avenir des futurs enseignants. Et c'est quand même assez triste. Donc, dans ce contexte-là, on peut se questionner sur la formation universitaire des enseignants afin de les préparer à une réalité difficile, mais se questionner aussi sur la formation psychologique de ces enseignants-là, qui sont peut-être peu préparés à affronter la réalité qui est très difficile. Et on peut se demander comment les former pour leur prodiguer des outils afin de ressentir du bien-être pour qu'ils puissent, par la suite, l'enseigner aux élèves. Parce que si on n'a pas les convictions, c'est difficile d'aller enseigner aux élèves ce que l'on ne croit pas ou ce que l'on ne ressent pas. Donc, au Québec, il y a quand même des recherches, et je fais un clin d'œil à mes collègues Théoret et Leroux, sur justement le bien-être des enseignants. Et eux ont sorti un modèle, c'est le modèle d'interaction entre le bien-être des enseignants, la résistance éducationnelle, la réussite des élèves et la santé de l'école. Ce qu'ils ont réussi à faire ressortir, c'est que c'est vraiment un système quand même assez interactif entre tous ces aspects-là qui vont faire en sorte que les enseignants vont ressentir du bien-être et vont être résilients malgré les situations, des fois, qui ne sont pas très, très faciles. Donc, je vous ai contextualisé beaucoup de choses en sciences de l'éducation, si on veut. Et tout ce contexte-là et la réflexion ont conduit à un projet de recherche qui s'échelonne sur 3 ans. On a déjà une année de complété. De Goyette, Gagnon et Bazinet sur l'intégration du bien-être à l'école, duquel a émergé un concept. Et là, je vous dis que c'est... on est en train de développer tout ça. Ce n'est pas fini, on est en train de réfléchir et tout ça, mais je vous présente quand même le fruit de nos réflexions parce qu'on est quand même assez fiers. Duquel a émergé le concept novateur qui permet, entre autres, de préparer les enseignants à être vecteurs de bien-être dans la classe. Et j'ai nommé la psychopédagogie du bien-être. Je vais vous expliquer. Donc, on définit la psychopédagogie du bien-être comme étant le champ de la psychopédagogie, donc une discipline en sciences d'éducation, qui intègre la psychologie positive et la pédagogie, dont l'objet concerne le développement du bien-être, l'épanouissement, le fonctionnement optimal chez les individus évoluant dans diverses situations pédagogiques. Et là, ensuite, on veut être un petit peu plus spécifique en vous disant que la psychopédagogie du bien-être, ça vise le développement global de l'apprenant par l'intégration d'interventions pédagogiques bienveillantes, planifiées ou spontanées, favorisant l'appropriation de stratégies d'habilité propices à l'atteinte d'un équilibre émotif, cognitif, psychosocial et physique. Donc, c'est à partir de lectures, on a lu Seligman, on a lu Legendre, on a lu des auteurs, Gamble et Haidt, je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais en tout cas, pour vraiment s'inspirer et réussir à ressortir ce qu'on fait vraiment. Donc, la psychopédagogie du bien-être, bien, ça s'exerce dans tous les ordres d'enseignement. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus par rapport à la formation des maîtres, comment réussir à les former, à être capable d'enseigner le bien-être à l'école. Donc, c'est vraiment dans le comment enseigner les concepts de la psychologie positive. Donc, dans notre projet de recherche, on a donné une formation sur les concepts de la psychologie positive. Puis, les outils développés émergent des réflexions des enseignantes. Donc, on avait 5 enseignantes, puis on les a encore. Ils sont encore là, ils travaillent encore avec nous. Et au regard de leur pratique, de leur classe et de l'école. Donc, c'est vraiment intéressant parce que l'idée, c'est qu'elles construisent à partir de ce qu'elles vivent vraiment. On n'impose pas quelque chose de déjà fait.
Puis, ils doivent travailler d'une part sur le développement professionnel, c'est-à-dire de changer de perspective, puis d'adopter une perspective d'enseignement du bien-être, et aussi personnel, pour faire en sorte que tout ça puisse se développer grâce à des remises en question constantes et qu'elles réussissent à trouver c'est quoi leur bien-être à elles dans leur métier. Donc, il y a beaucoup de réflexions rattachées à tout ça. Donc, juste pour vous le situer rapidement, on a les disciplines des sciences d'éducation. Pour que vous compreniez bien, c'est que les sciences d'éducation, ces disciplines-là vont beaucoup aller s'alimenter de d'autres fondements de sciences sociales, dont la psychologie, dont la politique, les sciences politiques, dont l'administration, si vous voulez. Donc, on s'inspire de beaucoup de sciences pour réussir à se définir, si on veut. Donc, la psychopédagogie, c'est une discipline reliée aux sciences d'éducation, et la psychopédagogie est comme c'est un champ, une sous-discipline, si vous voulez. Donc, selon Shacklin et Rossett, plusieurs programmes d'intervention en éducation positive existent dans le monde pour développer justement le bien-être chez les élèves. Et on se rend compte que ces programmes-là ont eu des résultats très positifs par rapport aux milieux dans lesquels ça a été exercé. Ces programmes nous amènent à constater qu'il y a des résultats significatifs, mais que, dans le fond, c'est des écoles ciblées. Et si on veut penser à une société qui, collectivement, pense à l'éducation du bien-être, bien là, c'est un petit peu plus compliqué. Puis pour emboîter le pas dans cette perspective-là, bien, il faut que nos enseignants soient formés et qu'ils soient encouragés à développer leur autonomie professionnelle et qu'ils deviennent des artisans d'une pédagogie orientée vers le bien-être. Donc, il faut leur donner un peu le mérite et aussi la possibilité de devenir des gens qui comprennent bien les concepts reliés à la psychologie positive. Donc, ces enseignants-là, ils doivent développer une pédagogie en prenant en considération la réalité des élèves, d'intégrer des concepts de la psychologie positive à travers l'enseignement de discipline. On n'est pas obligé de dire aujourd'hui, on va faire 1 heure en psychologie positive. On peut, à travers une histoire, intégrer des concepts, l'optimisme, on peut intégrer les concepts des forces de caractère à travers une histoire, c'est pédagogique, on apprend à lire, et par la suite, on développe là-dessus. Puis les méthodes, les programmes présentement développés peuvent être inspirants, mais il faut aussi que les enseignants soient capables de les adapter à leur situation. On ne peut pas prendre le programme tel quel toujours, puis appliquer ce qui est écrit dans le programme. Les enseignants, c'est des professionnels de l'enseignement et de l'apprentissage. Donc, ils doivent avoir la liberté de changer les choses comme ils le veulent. Mais pour changer les choses, ils doivent connaître l'essence de ce qu'est la psychologie positive, en fait. Le temps commence à manquer. Puis, il faut aussi se dire que, au niveau des théories des transferts des apprentissages en sciences d'éducation, c'est bien beau des formations ponctuelles et très intéressant. Mais c'est le temps et la pratique et le fait que les gens puissent se rencontrer dans une temporalité qui va faire en sorte que ces gens-là vont intégrer les concepts vraiment, ils vont pouvoir les pratiquer à l'école. Donc, moi, je n'ai rien contre les formations ponctuelles en psychologie positive pour aider les enseignants. Mais s'il n'y a pas de suivi par la suite, bien souvent, ça va semer une graine qui va peut-être faire en sorte que les enseignants vont avoir une nouvelle perspective à explorer, mais souvent, par la suite, ça reste comme lettre morte où on ne changera pas nos pratiques. L'idée, c'est d'aller plus loin qu'une simple formation, mais de changer les pratiques pédagogiques associées à ça. Donc, c'est l'enseignant qui doit lui-même ressentir du bien-être pour ensuite l'enseigner aux élèves. Sans ça, c'est un petit peu comme faire les choses à l'envers, si on veut. Donc, on a élaboré dans notre recherche l'agir compétent des enseignantes. Et ça, Julie Bazinet et Brigitte Gagnon vont vous en parler cet après-midi, un petit peu plus en particulier. Donc, on s'est questionné avec les enseignantes, et même avant ça, à savoir comment une enseignante peut être compétente à enseigner la culture du bien-être en s'appuyant sur des recherches de la psychologie positive.
Et avec les enseignantes, on a élaboré des critères de réalisation pour ce faire. Donc, vous pouvez voir qu'une enseignante véhicule et incarne les valeurs et attitudes propres à l'approche de la psychologie positive, conçoit, adapte, pilote des activités pédagogiques. Ils vont établir des liens entre les compétences disciplinaires et les composantes du bien-être. Va être capable de faire de la gestion de classe avec ces concepts-là, donc pour que les élèves puissent rattacher la psychologie positive à certains comportements. Ensuite, tirer profit des expériences et événements survenant au quotidien. Et donc, ce n'est pas que le lundi à 8 heures, on fait de la psychologie positive, puis que la semaine prochaine, on fait de la psychologie positive. C'est que on le fait à tous les jours, puis des fois, il y a des choses spontanément qui vont se présenter à nous. Donc, vous voyez, je ne vous les dirai pas toutes, mais il faut travailler avec les parents, il faut travailler avec les collègues pour justement faire en sorte que cette mentalité-là d'éducation positive soit vraiment efficace et change quelque chose dans le milieu. Donc, cette recherche-action-là s'intéresse aux enseignants, mais on s'intéresse aussi aux élèves parce que là, nos enseignants ont été formés et là, cette année, elles vont faire leurs activités pédagogiques en classe. Et là, on va aller mesurer quel impact ça a sur la réussite des élèves. Donc là, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai fait ma pub pour Brigitte et Julie en même temps. Donc, en conclusion, pour intégrer le bien-être en classe, il faut former les enseignants à la psychopédagogie du bien-être qui favorise le développement personnel et social des élèves. Ensuite, il faut également que les enseignants d'une école se rassemblent et collaborent dans des projets favorisant l'élaboration d'un plan d'action collectif qui met de l'avant à l'avant-scène l'importance de cultiver le bien-être. Et comme prophète de malheur, je vous amène quand même une piste de réflexion. Donc, en considérant les politiques néolibérales présentes dans nos sociétés occidentales qui influencent à plusieurs égards les systèmes d'éducation, comment réussir à transformer l'éducation en une arme puissante afin d'intégrer, a priori, le bien-être de l'enseignant et de l'élève à l'école. Donc, je vous laisse avec une autre petite citation de Mandela que j'ai prise dans son autobiographie et qui est très inspirante en termes d'éducation. Donc, l'éducation est un grand moteur du développement personnel. C'est par l'éducation qu'une fille de paysan devient médecin, que le fils d'un mineur peut devenir directeur de la mine, qu'un enfant d'ouvrier agricole peut devenir président d'une grande nation. C'est ce que nous faisons avec ce que nous avons et non ce qu'on nous donne qui fait la différence entre les gens. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup.